Bonjour à toutes et tous ceux qui sont là avec nous. Alors, je me présente. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, mon nom est Marc-Antoine Dufresne. Je suis stagiaire en pharmacie à l'Université de Montréal et avec Question pour un pharmacien, ma collègue et moi avons décidé de faire un podcast. Si vous n'avez pas écouté les 2 épisodes précédents, je vous invite à le faire, mais cet épisode-ci sera sur la santé gastro-intestinale qui est loin d'être banale et je vais laisser ma collègue se présenter. Donc, merci Marc. Je m'appelle Noémie Maurice. Je suis étudiante aussi là, en pharmacie en 4e année. Puis, c'est un plaisir là, de collaborer à ce projet-là. Donc, j'ai bien hâte de voir c'est quoi qui va arriver dans cet épisode-là. Oui, exact. Et on a la chance aujourd'hui de recevoir une invitée, une spécialiste de pas mal, une grande partie de ce qui affecte les problèmes de santé qui vont être mentionnés aujourd'hui, qui est l'alimentation. Donc, quoi de mieux qu'avoir une nutritionniste avec nous? Donc, je vais vous la laisser se présenter également. Allô, moi c'est Kiana Haggerty. C'est ça, je suis nutritionniste depuis à peu près 1 an et demi. J'ai fait mes études à McGill et j'ai fait mes stages dans surtout les milieux hospitaliers, aussi dans des cuisines, des centres d'hébergement, dans toutes sortes de milieux très intéressants. Et présentement, je travaille dans un hôpital auprès de patients, surtout en cardiologie, post-chirurgie cardiaque aussi. Mais aussi avec des femmes enceintes, avec des gros problèmes de nausées. Donc, ça me rejoint quand même beaucoup le sujet d'aujourd'hui. Malgré qu'il faut pas nier aussi que mes patients en cardio, ils ont aussi souvent de la nausée post-chirurgie. Donc, c'est quand même des petits sujets qui me sont familiers aussi. Donc, c'est ça, je suis très heureuse de faire partie du podcast aujourd'hui. Super, donc Kiana, notre invitée, va pas mal collaborer durant l'entièreté des segments. Puis elle aura son segment un peu plus dédié à elle vers la fin. Mais là, on peut commencer avec un sujet qui probablement va toucher l'ensemble des êtres humains sur la Terre un jour, et ce qui est les nausées, vomissements. Alors, Noémie, qu'est-ce que tu as à nous dire sur le sujet? Bien, comme tu as dit, Marc-Antoine, la majorité des gens là, vont avoir des nausées, vomissements dans la vie. Dans le fond, c'est quoi des nausées? Là, communément, on appelle ça des maux de cœur ou des... C'est quand on a une sensation qu'on va vomir, mais qu'on ne vomit pas. Là, on va plus parler de nausée. Quand on va avoir un vomissement, c'est quand on va avoir vraiment le contenu là, qui sort de l'estomac. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, moi je savais pas, mais quelque chose qui est quand même intéressant, c'est que avant de vomir, souvent, on va avoir une augmentation de la salive au niveau de la bouche. Puis des fois, on se demande comme pourquoi on se met à saliver autant. Mais c'est vraiment parce que le contenu gastrique est très acide. Fait qu'ici, ça vient au niveau de l'œsophage et de la bouche, mais on a un risque d'irritation plus grande. Fait que la salive vient comme aider à diluer puis venir un petit peu neutraliser l'acidité qu'on a au niveau de l'estomac. Fait qu'aujourd'hui, ce que je vous proposerais, c'est de voir un peu c'est quoi les causes des nausées, vomissements, puis avec Kiana, de voir aussi qu'est-ce qu'on peut faire là, pour aider au niveau surtout alimentaire, puis de voir les traitements aussi, puis de voir un peu des causes qu'on a fréquemment. Exemple, la gastro, comme la gastroentérite, qui est plus un virus souvent. Sinon, de regarder peut-être le lendemain de veille. Je ne sais pas s'il y a certains de nos auditeurs que ça peut plus venir appeler, mais c'est quelque chose qui est quand même intéressant, qui est une cause de nausées et vomissements qu'on voit quand même souvent en pharmacie communautaire. Puis aussi les grossesses. Donc, ce serait comme ça que j'irais plus voir, mais en faisant un tour aussi global de la question là, pour aider en général. Fait que, mais ça, on y va, mais c'est sûr que qu'est-ce qui va causer notre nausée? Il y a différentes causes potentielles, nausées, vomissements. Comme on dit, ça peut être un mécanisme physiologique. Par exemple, quand on prend de l'alcool, ce qui peut arriver, c'est que notre foie il va métaboliser l'alcool, puis il va former ce qu'on appelle de l'acétaldéhyde, qui est un déchet métabolique. Et ça, c'est responsable des nausées, vomissements. Fait que le taux devient trop important dans notre sang, donc on va avoir des nausées, vomissements causés par ça. Fait que c'est comme s'il disait à notre corps, OK, arrête de consommer de l'alcool, là, parce que moi, je peux plus, là, je suis en train de métaboliser, puis je suis plus capable de faire autre chose. Fait que c'est vraiment un réflexe de détox du corps. Ouais, exact. Qui nous dit comme là, arrête. Mais des fois, on n'arrête pas, mais on devrait. Sinon, ça peut être comme la gastro, comme la gastroentérite connaît le plus, qui est comme une inflammation au niveau digestif, qui peut être causée notamment par un virus. On peut avoir, exemple, si on est en voyage, des fois aussi, on peut avoir des petites infections là, quand on est en voyage. Parfois aussi, des causes au niveau du cerveau. Exemple, une commotion cérébrale, on peut avoir de la nausée, vomissement lié. Si on a, exemple, des migraines, les gens qui font des migraines, des fois vont en avoir. C'est souvent un symptôme, Puis il va y avoir aussi dans les médicaments,
comme par exemple les opioïdes, la morphine peut causer nausées, vomissements. Sinon, la chimiothérapie, là, qui est plus connue aussi pour avoir un effet secondaire important au niveau de la nausée. La grossesse, les maux de transport, fait qu'il y a vraiment beaucoup de causes. La ronde est une cause fréquente. Ben oui, ce qui tourne aussi. Ouais. Mais en fait, tu sais, qu'est-ce qui cause à la base, c'est difficile de savoir, c'est vraiment une interaction entre le cerveau et l'estomac, le système digestif, avec les neurotransmetteurs. Fait que c'est pour ça qu'il y a des causes autant à la fois du cerveau, mais aussi au niveau plus digestif, du système digestif, qui peuvent être liés. Fait que c'est quand même intéressant, puis c'est sûr qu'il y a plein de choses là, qui peuvent irriter. Je sais pas si tu veux aller à des aliments ou des choses qui peuvent empirer les nausées, les vomissements. Je pense que c'est plus ce qui est irritant ou... Bien, c'est sûr que tout ce qui est plus irritant, c'est tout ce qui est épicé. Ça peut être aussi plus café, alcool, ces genres d'aliments-là. Sinon, tous les aliments aussi très gras peuvent aussi augmenter l'effet de nausée. Mais je trouve ça intéressant ton point de la connexion cerveau système digestif, parce que justement, je vais en parler un peu plus tard, mais il y a beaucoup de gens qui ont une plus grande sensibilité, justement, puis qui vont avoir plus tendance d'avoir des nausées facilement que certaines autres personnes à cause de cette connexion-là qu'ils ont, qui est un petit peu différente. Mais c'est ça pour les types d'aliments, là, ça ressemblerait pas mal à ta sriracha, ton petit gin tonic le vendredi soir, ou si tu prends 3 grands cafés, 2 crèmes, 2 sucres le matin aussi, ça pourrait être des irritants si tu as déjà de la nausée, donc ça c'est sûr. Parce que on parle du lien digestif-cerveau, mais il y a vraiment une zone du cerveau qu'on appelle le centre du vomissement. Fait que tu sais, le centre des nausées et vomissements, parce que souvent les nausées amènent au vomissement s'ils sont trop intenses, là, mais fait que tu sais, il y a vraiment une partie responsable de ça, d'où que les médicaments peuvent interférer. Puis parfois, justement, les médicaments qui causent les nausées, mais ça va venir jouer sur cette zone-là du cerveau. Fait que c'est vraiment quelque chose de complexe. T'sais, à la base, qu'on peut penser que c'est bénin, mais c'est très complexe, là, très la complexe. nausée. Ouais. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait quand on a de la nausée, des vomissements? C'est sûr que ça dépend de c'est quoi la cause à la base, mais est-ce qu'il y a des traitements qu'on peut prendre, exemple en pharmacie, pour nous aider? Fait mais il y a des différents types. Si on rentre à la pharmacie et ça ne nous tente pas de parler à personne, pas parler au pharmacien, on veut juste prendre quelque chose sur sa tablette et partir, ça, l'option qu'on a, c'est le gravol gingembre. Je sais pas si vous, en nutrition, vous voyez un peu le gingembre pour ses propriétés antinauséeuses. Oui, ben avec, mettons, les femmes enceintes avec qui je travaille beaucoup, c'est sûr que les tisanes au gingembre, ou même comme les Canada Dry, les Ginger Ale, toutes ces marques-là, souvent, c'est démontré que ça aide quand même beaucoup dans les études, mais aussi en pratique, je trouve. Donc, c'est sûr que le gravol gingembre, ça a sûrement des propriétés semblables que ces aliments-là que j'ai notés, puis que c'est sûr que ça a été montré à aider beaucoup aussi. Ouais. Puis, tu sais, un bénéfice, c'est que ça cause pas de somnolence, là, ce qui est rapporté, par exemple, avec le gravol. C'est ça, parce que ça s'appelle gravol gingembre, mais il n'y a pas la molécule. On va parler, j'imagine Noémie va en parler un peu plus du gravol en tant que tel, mais il y a vraiment juste du gingembre dans le gravol gingembre. Il n'y a pas l'ingrédient actif, dimandrinate. Exact, du gravol. C'est vraiment le nom de la marque plutôt. Oui, exact, c'est ça. Mais c'est sûr que il y a des études qui ont pu démontrer l'efficacité. C'est moins d'efficacité que les autres molécules, c'est sûr, mais ça peut quand même être bien. Puis je pense que quand on en parlait avant l'épisode, Marc-Antoine t'avais dit un point intéressant par rapport aux DIN. Puis, oui, c'est ça. Les DIN, pour ceux qui sont un peu pas au courant, mais c'est que quand un médicament est commercialisé au Canada, il y a un DIN, donc un Drug Identification Number, je crois. Ouais, c'est fait qu'il identifie vraiment la marque, la dose et tout ça. Fait que, on peut vraiment retracer s'il y a des contaminants ou quoi que ce soit. Fait que ce qu'on conseille souvent, c'est que si vous vous tournez vers du gingembre, assurez de soit l'acheter justement d'un pot ou d'une compagnie qui offre un DIN pour retracer ou quoi que ce soit, pour éviter que justement il y ait des rappels de contaminants ou tout ça. Versus, mettons, je conseillerais plus de l'acheter là que dans un marché de santé naturelle, que tu sais pas trop d'où que le gingembre provient, tu sais pas s'il est en contact avec quoi que ce soit. Surtout pour les femmes enceintes, parce que tu sais, on veut éviter le plus possible qu'il y ait des contaminants qui peuvent nuire soit à la santé de la mère ou à la santé du futur nouveau-né. Fait que c'est vraiment le truc là, qui est important là, par rapport au gingembre, c'est de toujours s'assurer là, qu'on peut au moins avoir une certaine retraçabilité avec le gingembre. Ouais. Puis parfois, des fois, avec les produits naturels qui n'ont pas de DIN, par exemple, on ne sait pas la quantité non plus qui se retrouve à l'intérieur là, des comprimés ou des capsules. Exact, ouais. Donc, fait que c'est ça. Si jamais après ça, vous dites « OK, non, c'est correct, là, je vais accepter d'aller parler au pharmacien », vous pouvez avoir en arrière du comptoir ce qui s'appelle comme en annexe 2. Donc, vous pouvez avoir sans prescription.
mais qu'il faut qu'on le mette dans votre dossier, c'est le Gravol. Puis ça, c'est une source de frustration pour plusieurs patients qui disent mais pourquoi c'est pas de prescription, c'est comme en vente libre, mais il faut le mettre dans mon dossier, il faut que j'attende comme un autre patient qui aurait une prescription d'un médecin. Ouais. Mais oui, il faut. Puis pourquoi ça, c'est en arrière du comptoir? Exact, il y a plusieurs raisons. Ça peut interagir avec certains de vos médicaments, avec certaines maladies. T'sais, si par exemple des gens qui font du glaucome, le Gravol, parfois c'est contre-indiqué. Puis tu sais, ça peut interagir, comme j'ai dit, c'est ça, de par certains effets secondaires, comme la somnolence. Si toi tu prends déjà des médicaments qui peuvent en causer, ben, ça peut vraiment avoir des conséquences importantes. Fait que c'est pour ça que ça prend l'évaluation du pharmacien qui est en service pour juger là, de la sécurité du médicament. C'est pas le but de vous faire attendre, c'est pas que vous ne lâchiez pas ou vous perdez patience ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste pour assurer que ce médicament-là soit vraiment indiqué et sécuritaire là, pour vous ou pour les patients. Puis dont l'importance de, si vous l'achetez pas pour vous, mais que c'est par exemple votre mère, ben vous le dites que c'est pour votre mère. Exact. Puis souvent d'aller aussi à la pharmacie où la personne pour qui vous l'achetez fait affaire, des fois pour que le pharmacien ait l'ensemble de l'information pour vraiment juger si c'est bon ou pas, parce que oui, il y a des personnes âgées, par exemple, qui vont prendre du Gravol, ils vont risque augmenter de chute, ils vont chuter, fracture de la hanche, hospitalisation. Donc, tu sais, ça peut quand même mener loin, mais on comprend aussi la frustration là, des patients. Fait que le Gravol, mais c'est le diménhydrinate, là, on en a parlé un peu, c'est une molécule, bon, c'est ça, sa principale effet secondaire, c'est sa cause de la somnolence, de sécheresse de la bouche aussi. Ça prend environ 30 minutes à faire effet. Puis on le prend environ 4 à 6 heures, mais il y a une prise quotidienne qui est maximum. Puis ça varie en fonction du poids, de l'âge, etc. Donc c'est vraiment important là, de suivre les indications du pharmacien. Aussi, oui. Mais on peut l'utiliser si on a des nausées quand même, ça va faire effet assez rapidement. Aussi, ceux qui ont des nausées dans le transport, par exemple, là, pour les enfants, mais ça peut aider des fois là, de le donner avant le transport, 30 minutes avant de prendre la route, pour aider à ce niveau-là. Sinon, ce qu'on a aussi en annexe 2, mais ça, moi, je ne l'ai pas vu en pratique, je ne l'ai jamais suggéré. Ah ouais? Je sais pas si toi, ça t'est arrivé de... Ben, ça m'est jamais arrivé de le conseiller, mais une personne qui vit avec moi, mon copain, en fait, l'utilise en transport. Lui, il est pas capable de lire sans avoir des nausées. Puis lui, la seule chose qui fonctionne, c'est les timbres de scopolamine, les timbres transdermes là, qu'on appelle. Là. Lui, c'est la seule chose qui fonctionne pour lui. Puis, fait que je pense que c'est une des seules personnes que je connais qui utilise ça. Mais moi, je l'ai pas vu. Mais oui, c'est ça, c'est des timbres qu'on peut appliquer dans le fond derrière l'oreille. Ça dure 3 jours. Donc, c'est souvent utilisé, par exemple, les personnes qui font des croisières, là, puis qui ont plus des mal de cœur en croisière. Là, le mal de mer. Le mal de mer, oui. Ben, eux peuvent utiliser ça là, pour s'aider. Ouais. Mais ça aussi, là, même si t'aimes pas avaler des médicaments, aussi, si tu sais que l'activité ou justement le voyage que tu vas faire va t'amener à consommer vraiment beaucoup de médicaments, tant qu'à ça, un time derrière l'oreille 3 jours. Puis ça peut être pour certains patients, ça peut être facile. Le time il dure 3 jours quand même, c'est efficace, hein? C'est bon. Okay, mais c'est 1-3 jours, puis ensuite tu peux mettre comme en arrière de l'autre oreille 3 jours. C'est comme un maximum de 6 jours au total. Okay. Même dans les effets secondaires, ça cause beaucoup, en tout cas. Ce qu'on a vu, puisque la personne que je connais rapporte, ça cause vraiment moins de somnolence, voire pas du tout. Par contre, avec l'alcool, à ce qui paraît, ça augmenterait la somnolence. Mais sinon, bouche sèche un peu aussi. Mais côté somnolence, à ce qui paraîtrait, la tolérance serait vraiment meilleure. Il faudra aller voir là, s'il y a plus d'études pour le Exact, oui, ça c'est sûr. C'est une étude de cas, un seul patient. Donc, sinon, maintenant, ce qui est vraiment le fun, c'est qu'on n'a pas juste ces 2 options-là que le pharmacien peut donner. Le pharmacien, avec l'application de la loi 31, peut donner des médicaments pour la nausée et vomissement pour des patients. Avant, c'était juste pour les femmes enceintes. Là, c'est pour n'importe quel patient en haut de 12 ans. Si la personne a des nausées et vomissements qu'on dit légers à modérés, là, c'est en bas de 5 épisodes par jour. Fait qu'on peut prescrire d'autres choses qui pourraient être aussi efficaces ou plus efficaces, par exemple, que le Gravol pour des patients. Par exemple, on a un patient qui est sous morphine, pour exemple, la douleur chronique, puis qui a de la nausée, mais qu'on n'est pas capable de rejoindre son médecin ou quoi que ce soit, mais le pharmacien peut lui prescrire. Donc, ça va être couvert par les assurances, c'est prescrit par un pharmacien, il devient vraiment le prescripteur. Ça augmente vraiment l'accessibilité. Fait que des patients qui ont des nausées, des vomissements, ils ne savent pas trop pourquoi ou pour x, y raison, mais
ils peuvent en parler avec leur pharmacien, puis si lui, le juge approprié, peut leur prescrire un médicament. Là. Puis là, ça ouvre vraiment l'éventail à tout médicament. Exact. Tu sais, qu'on peut penser, ben, comme avant l'application de la loi 31, qui est une nouvelle loi là, depuis janvier 2021, qui permet de prescrire, selon certains problèmes de santé, certains types de médicaments. Donc là, dans le cas des nausées, ça l'est. Fait que ça élargit. Tu sais, c'est pas juste le Gravol qui peut prescrire. Il peut prescrire d'autres molécules que auparavant c'était seulement des médecins ou des infirmières spécialisées, par exemple, qui pouvaient prescrire. Mais là, c'est vraiment... le pharmacien peut le prescrire là, en son nom, puis que ce soit couvert par ses assurances. Exactement. Fait que ça permet aussi même d'individualiser encore plus le traitement, puis de voir selon les médicaments du patient, les conditions de santé, qu'est-ce qu'on peut donner, qu'est-ce qu'on on peut pas donner, sans avoir à passer par un médecin. Donc, au niveau de l'accessibilité, là, c'est vraiment plus... c'est vraiment un bel outil qu'on a pour nous. Puis sinon, ben, c'est sûr qu'au niveau de la nutrition, tu dois avoir plein de trucs pour aider à diminuer... Oui, c'est ça. Ben, autre que les aliments irritants qu'on a nommés au début, le café, l'alcool, il y a aussi les agrumes qui peuvent vraiment exacerber la situation, là, comme tout ce qui est orange, citron, lime. C'est assez acide à la base, fait que ça peut venir empirer. Puis même pour certaines personnes, les produits laitiers, ça a été démontré à être très peu toléré parce que ça a un caractère quand même assez acide aussi. Fait que c'est des choses qui peuvent être évitées au début, surtout si les nausées sont plus fréquentes, si on a de la difficulté à manger, peut-être de ne pas commencer avec un bloc de fromage aussi. Mais sinon, on l'a pas mentionné plus tôt, mais même les aliments plus froids, comme des sandwichs, juste une tranche de pain, comparativement comme un gros bol de spaghettis ou quelque chose de cuit, ça dégage beaucoup d'odeur, tout ce qui est très chaud. Puis j'ai beaucoup, même par anecdote, beaucoup de femmes enceintes qui ne pouvaient pas être proches de la cuisine parce que ça sentait trop fort, puis que tout ce qui était plus froid, c'est beaucoup mieux toléré parce qu'ils ne sentent presque pas, parce que tout ce que tu vas sentir beaucoup plus peut engendrer encore plus de nausées. Là. Ça va juste faire un peu un effet boule de neige. Fait que, en gros, une petite rôtie confiture, ça devrait être un petit peu mieux toléré qu'un gros pad thai là, du Thai Express. Donc, des petites recommandations comme ça que vous pouvez essayer aussi. Est-ce qu'on est mieux de prendre des petits repas ou tu sais, Ouais, ben c'est sûr parce que dans le fond, dans ton ventre, tu veux pas non plus quand tu as des nausées ou quand tu te sens pas bien au niveau de l'estomac, c'est mieux de prendre des plus petites quantités d'aliments plus souvent au cours de la journée que de prendre par exemple 3 gros repas auxquels on est peut-être plus habitué. Puis même là, quand je parle de volume dans l'estomac, une autre chose qui peut aider beaucoup, c'est de séparer ses solides et ses liquides. Fait que par exemple, de ne pas boire un gros verre d'eau pendant que tu manges tes 2 tranches de pain le matin avec du beurre d'arachide, parce que là, tu vas augmenter le volume qu'il y a dans ton estomac, ce qui peut empirer un peu la nausée ou même te causer à vomir après ça. Fait que souvent, ce que je recommanderais, c'est même de prendre un petit repas, d'attendre au moins une demi-heure, 30 minutes après d'avoir mangé, puis ensuite de prendre des petites gorgées d'eau puis de voir comment ça passe. Donc, de séparer un peu, c'est ça. Quand je dis de ne pas manger en même temps que boire, c'est vraiment de réserver l'eau pour les sections entre les repas où on n'est pas en train de manger et digérer des aliments. Puis, je sais pas si on va en parler plus tard, mais le mythe ou le très populaire biscuit soda salé, sec, est-ce que en pratique tu le conseilles ou... Oui, ben c'est ça, on le conseille, c'est sûr. Puis on a même à l'hôpital où je travaille, on a des diètes sèches là, qu'on appelle ça avec différents grés de diète. Puis la diète 1, justement, je ris tout le temps de ça avec mes patientes parce que c'est la diète pain, tranche de pain, biscuit soda et petit biscuit social tea. Puis ils rient parce que tu regardes ça arriver puis tu pourrais pas penser de donner ça à une femme enceinte. Là. Ça doit manger beaucoup plus que ça. Par contre, c'est vraiment les aliments que... la façon qu'ils sont faites, c'est ceux qui devraient être le mieux digérés, le plus facilement, qui causent le moins d'acidité. C'est des glucides à la base, donc c'est ce qui est digéré le plus rapidement, qu'on commence à digérer même dans la bouche là, à cause des enzymes qu'on sécrète. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à digérer que par exemple un morceau de poulet ou quelque chose de très gras comme un repas avec beaucoup de sauce ou même des légumes qui ont beaucoup de fibres, que ça pourrait être un peu plus dur à digérer. Fait que souvent... les petits biscuits soda salés, justement, ça peut être quelque chose qui fonctionne, mais j'ai vu des cas dans lesquels que certaines patientes ne toléraient pas les petits biscuits secs parce qu'elles étaient tannées d'en manger, mais qu'un repas normal, à un certain moment dans leur traitement, ça fonctionnait beaucoup mieux pour eux. Donc, des fois, ce qu'on recommande et la pratique, ça se ressemble pas toujours, mais les recommandations tiennent quand même côté science et côté recommandations pour population générale aussi. C'est super intéressant, mais c'est le fun de voir que c'est pas juste un mythe de grand-mère. Ouais, non, c'est ça. Non, ça peut vraiment soulager. Oui, absolument. Mais ce qui est plate, c'est que parfois, on a bien beau prendre un médicament, on a bien beau manger des petits craquelins, mais parfois on en arrive au
Vomissement. Au vomissement, Ouais, ben c'est ça, ben Ouais, oui, c'est parce que, tu sais, les traitements, c'est des traitements qui vont aider, c'est ça, au niveau de la nausée pour éviter d'en venir au vomissement, mais parfois, mais c'est On l'échappe. inévitable. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là quand on vomit? Ce qui est vraiment important à regarder, c'est vraiment la déshydratation. Là. On veut éviter que le patient se déshydrate. Puis une croyance qu'on a, c'est que si on vomit, on va juste boire de l'eau puis on devrait se réhydrater. Le problème, c'est que l'eau, ça contient pas les électrolytes, là, qui sont comme les minéraux qu'on a besoin pour que notre corps fonctionne. Fait que si on les a pas, mais c'est sûr qu'on fonctionne pas bien, là. Fait qu'il faut avoir une solution qui est plus adaptée. Puis c'est là que rentre la célèbre solution de réhydratation, là. Je sais pas si tu veux en parler un peu ou si tu préfères que j'y aille un peu plus. Oui, ben non, c'est ça qui est intéressant, c'est que le concept de vouloir boire de l'eau automatiquement pour se réhydrater, comme on dit, sauf que quand on vomit pas juste de l'eau, là. Tu sais, il y a des minéraux, des vitamines qui sortent, puis il faut les remplacer, ces vitamines minéraux-là, parce que c'est ça collabore au bon fonctionnement du corps humain. Donc, c'est quand même essentiel. Donc, quand on essaie de les remplacer, c'est majoritairement des choses comme potassium, chlore, sodium. Donc, c'est des choses qu'on veut essayer de remplacer. Puis, justement, la solution de réhydratation qu'on avait regardée ensemble, c'est fait, qui est communément suggéré à tous et à toutes. C'est un mélange d'eau, premièrement. Fait qu'un 2 tasses et demie d'eau avec du jus d'orange, parce que dans le jus d'orange, on va avoir un peu de potassium. Donc, c'est ça qu'on cherche, du jus d'orange. Après ça, on rajoute un peu de sel de table qui contient le sodium et le chlore. Donc, ça vient vraiment compléter la boucle de réhydratation. Puis, en tout, ça vous donne une solution. Là, il y a des proportions à respecter. Fait que l'eau, c'était 2 tasses et demie. Un jus d'orange, 1 tasse et demie. Puis, sel de table, 1 demi-cuillère à thé environ, pour donner un total de 4 tasses de solution réhydratante. Donc, c'est vraiment de respecter ces proportions-là pour être sûr que on fait pas juste reboire de l'eau pour reboire de l'eau. Oui, puis je rajouterais à ça juste pour l'eau bouillie. Là, dans le fond, c'est important que ce soit de l'eau c'est pas juste de l'eau du robinet qu'on prend puis qu'on met dans une solution. Là, il faut la faire bouillir dans un chaudron. Puis après ça, quand elle a bouilli, on la laisse refroidir. Là, puis on la mélange pour vraiment s'assurer de venir enlever tous les microbes aussi à l'intérieur. Sinon, de l'eau embouteillée, que oui. Moi, je penserais que oui, tu sais, si c'est de l'eau embouteillée qui a déjà été filtrée, dans le fond, ou comme de l'eau d'un Brita, des choses comme ça, qui pourraient être déjà filtrées à la base. Mais si c'est du robinet, par exemple, c'est sûr que je recommanderais de le bouillir. Fait que, ben oui, parfait. Puis c'est ça, puis les quantités de solutions de réhydratation, mais ils vont varier, dans le fond, là, dépendamment de l'importance des vomissements aussi. Fait que ce qu'on recommande, c'est toujours d'appeler là, soit le pharmacien quand on a une situation là, particulière pour voir à ce niveau-là. Mais souvent, en haut de 2 ans, ce qu'on va recommander, c'est 1 verre à l'heure là, pendant les vomissements pour avoir vraiment réplété, dans le fond, ce qui a pu être perdu. Et puis, dans le fond, ça, c'est une solution qu'on vous a donnée qui est une solution qu'on peut faire à la maison, qui est souvent moins coûteuse. Oui. On peut la garder, la température ambiante, c'est environ 12 heures. Au frigo, dans le fond, c'est 24 heures, mais après ça, c'est vraiment important de la changer. Si ça vous tente pas de le faire, ou ça augmente, c'est sûr, le risque d'erreur, parce que les proportions qu'il y en a données sont très importantes à respecter. Exact. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais c'est qu'il y en existe en pharmacie. Le Gastrolite ou le Pédialyte. C'est ça, le Pédialyte aussi, c'est pour enfants, mais on peut l'utiliser pour les adultes. Puis je pense que l'inverse était quand même possible aussi. Oui, c'est ça. L'important, c'est de respecter le volume, dans le fond, à donner. Puis pour ajouter ce que Noémie a dit, par rapport aux préparations, déjà, il y en a que c'est vraiment des bidons de liquide déjà préparés. Il y en a que c'est des sachets de poudre à mélanger selon les directives là, qui sont écrites sur l'emballage. Donc, toujours important de vérifier. Mais souvent, pour les assurances, comme par exemple la RAMQ ou tout ça, c'est souvent les sachets de poudre à reconstituer qui sont couverts. Donc là, le pharmacien peut vous le prescrire. Fait que si c'est un fardeau économique pour vous, mais que vous voulez quand même respecter, tu sais, que par exemple, le fait de créer vous-même la solution avec le jus d'orange et tout, ça vous cause un stress, mais que vous voulez quand même que ce soit vraiment respecté puis que l'argent, c'est un fardeau, ben les sachets de poudre, là, ça peut être quelque chose de vraiment moins coûteux puis moins dispendieux. C'est vraiment un bon point, c'est vraiment intéressant. Puis c'est ça, c'est juste d'éviter aussi les Gatorade, là. Moi, ma mère, elle me donnait ça quand j'étais jeune, des Gatorade orange, là. Mais non, c'est trop sucré, ça peut augmenter le risque de vomissement, là, à ce niveau-là. Parfait. Bon, fait que ça fait un peu le tour des solutions de réhydratation, là, qui est comme la base en vomissement. Oui, c'est vraiment la pierre angulaire. Le plus important en vomissement, c'est vraiment ça. Puis sinon, mais c'est sûr que si on a des symptômes comme de la douleur ou de la fièvre, on peut y aller plus avec du Tylenol, dépendamment des allergies, des contre-indications du patient. Là, c'est sûr qu'il faut plus s'adapter. Mais oui, fait qu'on pourrait y aller avec un analgésique ou un antipyrétique à ce niveau-là.
Puis moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est que parfois, si justement on est malade, on vomit ou on a aussi de la diarrhée en même temps, c'est par exemple une gastro, il y a certains médicaments qu'il faut stopper. Oui. Je sais pas si tu allais en parler Non, plus mais loin, vas-y. fait que je peux y aller. Dans le fond, c'est surtout, l'important si ça vous arrive puis que vous prenez des médicaments de façon chronique, c'est sûr d'en parler à votre pharmacien. Lui, il connaît bien les médicaments qu'il faut être stoppés, mais pour résumer, dans le fond, c'est surtout des médicaments fréquemment prescrits pour le diabète, pour l'hypertension, l'angine, puis également les anti-inflammatoires qui sont pris de façon chronique. Ça, c'est surtout ceux qu'il faut faire attention parce qu'ils peuvent aggraver une déshydratation puis causer des dommages à d'autres organes, ce qu'on veut vraiment pas. Fait que, dans le fond, quand on a un jour de maladie qu'on appelle, quand on a par exemple une gastro ou quoi que ce soit, c'est toujours pertinent d'appeler son pharmacien si on ne se souvient pas de la recette de réhydratation ou pour vérifier s'il y a certains médicaments qu'on doit suspendre l'usage. Mais tu sais, c'est toujours important de confirmer l'information puis pas juste cesser d'emblée ces médicaments-là quand on est malade. Faut y aller vraiment avec notre jugement. Oui, puis côté alimentation, côté vomissement, ça ressemble pas mal à ce qui était mentionné côté avec la nausée, en fait. C'est vraiment des petits repas plus souvent durant la journée, un peu comme les bébés, ce qu'on disait juste il y a quelques secondes. De vraiment prendre juste des petites quantités de nourriture plus souvent possible dans la journée, comme ça on remplit pas trop l'estomac, on cause pas plus d'inconfort, puis vraiment de commencer avec des petits aliments secs, des glucides, donc des choses comme des craquelins, du riz, des soupes même, des petits bouillons, des bouillons Lipton même, ça pourrait passer. Des petits fruits, des compotes de fruits, des fois c'est bien digéré parce que c'est comme réduit en purée, donc c'est un peu plus facilement digéré. Puis dès que ça, c'est bien toléré, là, c'est important de commencer à réintroduire après ça des protéines, donc comme des œufs, du poulet, du poisson, des viandes maigres, du tofu même, des choses quand même pas trop en sauce, pas trop complexes, mais vraiment juste commencer à penser aux protéines ensuite pour ne pas manquer trop de jours pour s'alimenter proprement, puis pas éviter des choses comme la perte de poids ou d'autres symptômes. Tu sais, moi, je me souviens quand j'étais jeune, par exemple, j'avais une gastro, ma mère, elle voulait pas que je mange de produits laitiers. Fait que j'imagine que son fondement, c'était parce que c'était gras puis que c'était plus dur à digérer. Exact. Un peu comme avec les nausées, c'est aussi un irritant, là, donc ça peut être un irritant, donc de les éviter pour ça, puis aussi parce que ça a tendance à être plus gras, donc de pas mettre ça dans votre estomac qui va juste avoir besoin de choses un peu plus faciles à digérer dans ce cas-là. Puis de toute façon, une fois que vous allez avoir toléré les petits glucides, un peu de protéines, ces choses-là, là, on va être rendu à l'étape des produits laitiers. Donc, ouais. Parfait. Super. Ouais, c'est très intéressant. Puis dans le fond, des fois, on se demande quand est-ce qu'on devrait consulter quand on a des nausées vomissements. Fait que c'est sûr que tout enfant en bas de 6 mois, on recommande d'aller consulter. C'est vraiment important. Si jamais on voit du sang dans les selles ou dans nos vomissements, ou si jamais on est incapable du tout là, de manger ou de s'hydrater, là, dès qu'on prend quelque chose, ça ressort, là, c'est important d'aller consulter. Puis la déshydratation, c'est difficile des fois de la mesurer. T'sais, quand est-ce qu'on est déshydraté? Quand on dit que c'est une déshydratation qui est importante et qu'il faut aller à l'urgence, là, c'est quand on va dire, exemple, une personne n'a pas produit d'urine pendant 8 heures. Okay. Pour un bébé, on peut le mesurer comme il n'a pas mouillé aucune couche depuis 4 heures. Ou, non, excusez, c'est pas ça. Il a mouillé moins de 4 couches en 24 heures. Okay. S'il n'y a pas de larmes, si on a très soif mais la bouche très 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 sèche, ou si on... C'est ça. Il y a aussi le test de la peau, là, de faire soulever la peau au niveau de la main pour voir si le pli de peau reste élevé. Ce qui est plus difficile. Je vous dirais que c'est plus les autres signes qu'on regarde là. C'est un peu arbitraire. Ouais, vraiment. C'est ça, c'est plus très subjectif. Exact. Si on a une fièvre qui est élevée, les données, on a besoin à savoir quel chiffre, là, mais autour de 38,5-39, on recommande d'aller consulter. Très grande douleur au ventre. Si on a une raideur au niveau du cou aussi, puis qu'on vomit en jet, parce que là, on a plus une crainte de méningite à ce niveau-là. Ou si ça fait plus que 48 heures qu'on a nos symptômes aussi, il faudrait aller consulter, le vomissement et diarrhée là, à ce niveau-là. C'est ça, parce que la majorité des causes, mettons, infectieuses, ou devraient durer moins de 48 heures. Ben oui, c'est exemple, on a un lendemain de veille, on dit que les symptômes vont être 24-48 heures, donc c'est sûr que là, on a une cause plus facilement que juste quelqu'un qui aurait des nausées, vomissements qui se développent comme ça. Là, mais... Ou une gastro, mais qui est sans complication, une gastro, mettons, bénigne, là, sans complication. Habituellement, 48 heures, tu vois une amélioration des symptômes. Ouais. Sinon, là, c'est signe que c'est sûrement peut-être autre chose ou que c'est compliqué, donc là, il faut consulter. Oui, puis c'est aussi, si vraiment beaucoup de somnolence, le malaise. Exemple, l'enfant, il est très, très amorphe. On dit moche, là, mais dans le fond, il est très, très irritable. Je suis pas là, il est moche, on le dit tellement souvent, mais ça ne veut pas dire grand-chose, là, mais qui est très somnolent, c'est ça, puis vraiment une faiblesse, puis
s'il y a de la confusion aussi, là, on recommande l'urgence, mais en cas de doute, vous pouvez toujours appeler soit un pharmacien ou Info Santé pour savoir. Puis là, on dit le mot parfois il y en a qui disent gastro-entérite, mais tu sais, brièvement, mettons, c'est quoi la gastro? Ben, la gastro, c'est vraiment juste, dans le fond, entérite, c'est irritation du gastro-entérite, là, dans le fond, du système gastrique, fait que de l'estomac, qui peut être causé notamment par un virus. Là, on dit qu'environ 70% des cas de gastro-entérite, c'est des infections virales. Fait qu'on n'a pas besoin d'antibiotiques à ce niveau-là. Puis comme tu l'as mentionné tantôt, Marc, ça dure environ de 1 à 3 jours habituellement, les symptômes. Mais on peut quand même avoir un certain malaise, exemple des selles plus molles pendant 7 à 10 jours. Là. Fait que c'est quand même possible. Puis c'est une transmission qui est vraiment fécale-orale. Par exemple, le bébé, là, ben, la mère qui change la couche, elle pourrait l'attraper s'il y a un mauvais lavage des mains, exemple. Puis c'est sûr, les traitements, c'est les mêmes qu'on a mentionnés tout à l'heure. Fait que c'est la solution de réhydratation et tout. 100%. Ouais, super. Fait que c'est ça. Puis si ben, tant qu'à aller là-dedans, mais tantôt on parlait justement du lendemain de veille. Oui. Fait que si on regarde, là, c'est quoi qui se passe dans le lendemain de veille? Ce qui arrive, c'est qu'on est surtout très déshydraté. Parce que l'alcool, ça nous déshydrate. Oui. Puis en plus, ça nous fait uriner plus. Tu sais, entre autres, j'imagine ça vient de ça. Tu veux pas, après certaines bières, on voit qu'on va plus souvent aux toilettes. Puis... mais oui, ça déshydrate. C'est sûr. Même si on boit. Puis ça rend très, très, très... c'est un risque augmenté d'hypoglycémie. Pourquoi? Parce que, ben, comme on l'a dit tantôt, le foie, il métabolise l'alcool. Mais le foie, une de ses fonctions, c'est produire du glucose. Mais là, il est tellement occupé à métaboliser l'alcool qu'on produit moins de glucose. Fait que là, c'est pour ça qu'on est comme un peu en symptôme d'hypoglycémie. On peut être plus faible, avoir une vision qui est plus trouble. C'est vraiment lié à l'alcool. Fait que je sais pas si au niveau nutritionnel, il y avait des choses quand le lendemain de veille qu'on pouvait faire ou... Oui, ben ça ressemble pas mal à ce qui était du côté nausées, vomissements. Encore une fois, vraiment les petits glucides simples, les pâtes, les craquelins, le pain grillé, les petites compotes de fruits, rien de trop gras, rien de trop d'épicé, gros café ou même prendre un autre verre le lendemain d'alcool, c'est pas recommandé, par exemple. Mais j'ai vu beaucoup de gens aussi, ça c'est plus côté anecdote, mais qu'un gros repas gras, ça les aidait beaucoup à se sentir plus... avoir moins de maux de ventre ou moins de nausées le lendemain, mais c'est pas ce que je recommanderais nécessairement parce que les aliments gras, c'est très long et difficile à digérer. Donc, si en plus de ça, t'as la nausée, habituellement, ça aide pas. Donc, ça ressemblerait pas mal sinon à tout ce qui est nausées-vomissements. Fait que le McDo, pour certains, ça peut peut-être aider à starter la journée, mais pour d'autres, c'est vraiment plus ça. Exactement. Ça va être pire. Ouais. Puis c'est ça, puis l'alcool le lendemain matin, c'est un mythe qui est quand même assez populaire, là, mais ça vient juste... Tu viens augmenter comme le problème. Là. Tu viens donner à ton foie qui est déjà plus capable, ben tu y en redonnes. Fait que c'est vraiment pas à recommander. Il y a aussi là, le célèbre charbon activé. Il y en a qui vont dire je le prends, là, ça va tout comme gober l'alcool. Non, là, le charbon activé, ça vient dans l'estomac, mais c'est ce qui n'a pas été absorbé. Mais l'alcool est déjà dans le sang. Il est déjà trop tard. Là. C'est trop tard. Puis se faire suer, il y en a qui vont comme dire je vais aller dans le sauna, je vais perdre mes toxines, mais c'est vraiment pas bon. Vous risquez juste par exemple de vous déshydrater davantage. Fait que oui, aller faire de l'exercice physique, ça peut aider. Il y en a que ça va les oxygéner davantage, augmenter leur rapport sanguin en oxygène. Mais de se suer pour essayer d'éliminer l'alcool, c'est vraiment pas bonne chose. Fait qu'on peut y aller avec ça, on peut y aller avec Tylenol, Advil aussi. Dépendamment là, vos problèmes de santé et autres, il n'y en a pas un qui est vraiment plus recommandé que l'autre. Même si le Tylenol, techniquement, est métabolisé par le foie. Fait que certains ils vont dire ben, mon foie il est déjà comme saturé par l'alcool, il fonctionne moins bien, je devrais peut-être aller plus vers Advil. Mais Advil est irritant pour l'estomac, on a l'alcool qui irrite l'estomac. Fait qu'on est comme un peu pris, là. On est limité. Fait que c'est vraiment en fonction du patient, ça c'est de voir en fonction de vos conditions, de vos allergies. Puis c'est sûr que si on a un patient qui est, exemple, alcoolique chronique, plus à risque de cirrhose, on recommande aucunement le Tylenol. Il faut absolument l'éviter. Là. Fait que c'est plus à ce niveau-là pour ça. Il n'y a pas de remède miracle, c'est réhydratation, repos, puis voilà. Ça passe. Là. Eh oui. On le regrette un peu, mais c'est bon. Puis sinon, mais la dernière chose qu'on voulait couvrir aujourd'hui, c'est nausées de grossesse. Fait que les nausées de grossesse, ça arrive surtout entre la 8e et 15e semaine. Puis comme on en parlait nous avant, mais on ne sait pas vraiment en quoi c'est lié. Là. Ça peut être changement hormonal un peu qui pourrait causer. C'est vraiment difficile. Puis comme on parlait, là, il y avait des facteurs prédisposants, là, je crois. Oui, c'est très génétique aussi, comme il y a beaucoup de patients et que si leur mère avait des gros symptômes de nausées en grossesse, ils vont l'avoir aussi. Ou si leur première grossesse, il y avait
de la nausée continuellement durant la journée, ça va être la même chose. Puis même pour l'hyperémesis gravidarum, qui est un symptôme de nausées, vomissements excessifs qui requiert souvent des hospitalisations. Ça, c'est aussi reconnu pour être génétique. Ça se passe de la mère à la fille, en fait, puis d'une grossesse à l'autre. Donc, oui, c'est ça. Ça pourrait être certaines des causes. Puis je m'appelle du terme, là, hyperémesis gravidarum. Ça, c'est dangereux pour la mère en tant que telle. Oui, c'est dangereux parce que souvent, ils sont pas capables de manger grand-chose. Comme j'ai beaucoup de patientes qui sont déjà arrivées à l'hôpital, ça faisait 5-7 jours qu'ils mangeaient à peine une tranche de pain. Il y avait aucun liquide qui passait. À chaque gorgée de liquide, ils vomissaient. Donc, c'est quand même très sévère parce qu'il y a un gros risque de déshydratation. Puis même pour le fœtus, là, il y a un grand risque de déficience en nutriments puis en hydratation ou en développement, c'est pas quelque chose qui est favorable là, au fœtus non plus. Donc, Oui, parce que souvent, mettons, les nausées, vomissements en grossesse ne sont pas dangereuses pour le bébé. Non, ça devient tolérable. dangereux. C'est ça, quand il y a vraiment trop de déshydratation, la mère perd du poids. Le fait d'avoir des nausées, en soi, c'est pas, l'enfant n'aura pas plus de chances d'avoir des nausées. Non, c'est ça, il n'y a rien. C'est pas ça. C'est inconfortable pour la mère, très, mais pour le bébé, c'est pas dangereux, là, à moins qu'on aille dans des cas plus extrêmes. Là. Ouais. Fait que sinon, mais qu'est-ce que tu nous recommandes là, pour une mère qui aurait, exemple, au niveau plus de la nutrition? Ben, c'est ça, comme j'ai mentionné un peu tantôt, la façon que nous on fonctionne à l'hôpital ou qu'on fonctionnerait en général, ce serait vraiment de commencer avec des aliments secs, pas d'odeur, souvent des repas froids à la place de repas chauds, de prendre des petits repas plus souvent pendant la journée. Puis souvent, j'essaye avec mes patients de boire à peu près 1 litre d'eau par jour, mais vraiment juste entre les repas, de pas boire en même temps de manger. Souvent aussi juste de s'asseoir droit parce que beaucoup de femmes, quand ils se sentent pas bien, ils sont malades, ils vont se coucher automatiquement après avoir mangé, mais là, c'est là que ça remonte pire, parce que c'est comme... être couché, tu viens de manger, c'est pas quelque chose qui favorise la digestion. Souvent aussi, c'est ça, un peu comme j'ai dit tantôt, tout ce qui est les boissons au gingembre, des fois ça aide. Même les boissons gazeuses, j'ai trouvé que des Perrier, des choses comme ça aide des fois à soulager les nausées. Mais sinon, c'est ça, une fois que tu es capable de tolérer des plus petits repas, plus froids, de commencer à introduire plus d'aliments plus complexes, un peu de protéines, des fois des légumes, puis après ça, de graduellement augmenter la diète pour que ce soit quelque chose de plus normal, si on veut. Sinon, c'est ça, même chose que les repas chauds tantôt, tout ce qui est plus, qui a plus d'odeur, qui dégage plus d'odeur, ça va être plus problématique souvent. Donc, tout ce qui est des salades, des sandwichs pour commencer, juste des tranches de pain avec un peu de beurre ou un peu de confiture, souvent ça passe beaucoup mieux. Puis sinon, des tisanes aussi, des petites eaux chaudes avec un peu de tisane, ça passe bien aussi habituellement, plus qu'un jus qui est plus acide ou très sucré en fait. C'est parfait, mais c'est bon, petit truc à pouvoir mettre à la maison. Là. Puis des fois, si c'est pas suffisant, mais on n'a comme pas le choix d'aller vers un médicament. Donc, en pharmacie, là, le pharmacien a la capacité, avec la loi 41, là, les chiffres de voix sont pas tant importants, mais ça lui permet là, de prescrire pour une femme enceinte là, par rapport aux nausées, vomissements de la grossesse. Ce qu'on va souvent voir, c'est le fameux diclectin. On le voit tellement, il y a une femme enceinte sur le comprimé. C'est à ce point qu'il y a un mélange d'oxylamine et vitamine B6, là, qui sont 2 médicaments qui pourraient aider au niveau des nausées. Puis dans le fond, c'est un médicament qui prend par contre 6 heures à être efficace. Fait que faut juste un peu savoir, là, si exemple une femme a souvent des nausées le matin, mais elle va prendre 2 comprimés le soir avant le coucher. Fait que des fois, on comme pourquoi j'en prends 2 là quand mes nausées sont le matin? Mais c'est que ça prend 6 heures un peu à faire effet. Puis pour les nausées et les vomissements qui sont comme plus soudains, mais on peut avoir du gravol. Du gravol au besoin. Fait que, mais ça, encore une fois, de consulter le pharmacien. Puis si jamais vous êtes une femme enceinte, vous connaissez une femme enceinte qui a des nausées, vomissements, mais c'est important aussi qu'elle en parle avec son médecin pour pouvoir aussi être bien suivie, là, pour justement éviter qu'on se retrouve dans des cas graves. C'est ça. Puis souvent, c'est pire au début. Souvent, ça se résorbe, voire il n'y en a plus du tout au fil de la grossesse. Fait que, tu sais, Puis, faut pas s'inquiéter. Si on en a en début, ça veut pas dire que la situation va être la même durant toute la grossesse. Puis, il faut pas non plus s'inquiéter, là, dans le fond, d'aller vers des médicaments parce que ceux qui sont suggérés, ceux qui sont indiqués, ils ont été étudiés pour être sécuritaires autant pour la mère que pour le fœtus. Oui, exactement. Donc, fait que voilà. Oui, il faut juste voir avec les bons professionnels à ce niveau-là. Exact. Puis si jamais, c'est ça, si la mère présente des nausées et des vomissements qui sont vraiment persistants, ça nuit vraiment à sa qualité de vie, une perte de poids, des déshydratations, les signes qu'on a mentionnés tout à l'heure.
ou si même ça apparaît après la 9e semaine de grossesse, parce que comme Marc l'a dit, ça commence souvent au début de grossesse, mais si nos premières nausées, vomissements sont après la 9e, là, on conseille d'aller consulter là, vraiment un médecin, là, Ouais. plutôt que le pharmacien à ce moment-là. Fait que moi, ça faisait le tour de la question pour moi. Je sais pas si de votre côté, vous aviez des questions. C'était extrêmement intéressant et Ouais. pertinent. Moi-même, en tant qu'étudiant en pharmacie, j'ai appris certaines choses. Et moi aussi, vraiment. Puis je trouve que c'est tellement le fun d'avoir Oui. comme ton approche nutritionnelle. Mhm. Et ça aide vraiment à apprendre vraiment beaucoup de choses Exact. qui sont très, très pertinentes. Là, pour- Oui, non, je suis d'accord. Ça donne une meilleure compréhension des problèmes desquels on a discuté. Là. C'est super intéressant, la discussion qu'on a en ce moment. Exact. Ben, merci beaucoup, mesdames, pour ce volet nausées, vomissements. Et puis, nous poursuivons, en fait, dès maintenant, avec un autre symptôme relié à la santé gastro-intestinale qui peut être souvent vécu par autant les jeunes que les plus vieux, le reflux. Parfait. Mhm.